Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo donc de spécialité mathématique que je pense réaliser pour l'instant. Après je verrai par la suite si change tout le nom. Mais donc en tout cas ce sera la dernière vidéo de spécialité mathématique. L'objet de la vidéo va être de parler de deux choses. On va parler donc de concentration et de loi de grand nombre. Ok. Alors vous allez vous dire waouh, qu'est-ce que ça a l'air de nous raconter. Donc on va s'intéresser là à ces deux éléments-là, à la concentration et à la loi des grands nombres. Alors déjà, première chose, on va faire ça dans le cas général. Et après, dans le second temps, on va appliquer toutes nos connaissances à la loi binomiale. Ok. Alors, pour cela, dans un premier temps, il va falloir que l'on puisse établir ce qu'on appelle l'inégalité de concentration. Pour établir cette inégalité de concentration, parce qu'en fait, en termes d'inégalité de concentration, pour l'instant, on n'en connaît que deux. On connaît l'inégalité de concentration via l'inégalité Markov et via les inégalités de Biermeier-Cherenkov. Ok. Alors ça, on va peut-être faire un petit rappel là-dessus. Ça c'est important pour qu'on comprenne la suite de la vidéo. Donc petit rappel. Tout d'abord, donc on a vu dans ce chapitre deux types d'inégalités. Les inégalités de Markov. Donc inégalité de Markov est tout simple. Elle vous permet de majorer donc une probabilité. Ok, de trouver un majorant à une probabilité souhaitée. En clair, elle vous dit que la probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à A, cette probabilité-là, elle est inférieure ou bien égale à l'espérance de X divisé par la valeur de A. Ok, ça c'est Markov. Ok, Markov, il va juste vous trouver le majorant à la probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à A. Deuxième inégalité, c'est l'inégalité de Biermeier-Cherenkov. Ok, donc inégalité de Biermeier-Cherenkov. Donc je vais dire ici de BT. Elle vous permet donc d'estimer la probabilité qu'une variable s'éloigne de sa moyenne, donc de son espérance, d'un certain réel. Ok. Elle vous permet de parler de la majorer. Donc elle dit quoi cette inégalité? Elle dit que la probabilité que grand X, valeur absolue de grand X moins son espérance, soit inférieure ou bien égale à epsilon. Donc probabilité que valeur absolue de X moins E de X soit supérieure ou bien égale à epsilon. Ça, c'est inférieur ou bien égal à la variance de X divisé par epsilon au carré. Ok. Ici, dans le premier cas, dans le cas de l'inégalité Markov, on a supposé que grand X ici c'est une variable aléatoire strictement positive. Ok. Donc positif. Dans le deuxième cas, on peut le faire sur des inégalités. On peut le faire donc, comme je l'ai dit, pour une variable aléatoire de n'importe quel signe d'ailleurs. Et epsilon, on a fixé qu'il était strictement positif. Et là, pareil, A, il est positif également. Ok, voilà. Bon, une fois qu'on a posé le cadre, et bah là, nous avons vu ces deux inégalités-là au cours du chapitre. Petite attention au niveau des inégalités Markov, enfin de Biermeier-Cherenkov, c'est qu'avec cette inégalité Biermeier-Cherenkov, une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'on peut tout simplement trouver un intervalle de fluctuation vers cette inégalité. En effet, donc ça c'est une petite remarque que j'ajoute avant qu'on démarre vraiment le contenu de la vidéo, mais une petite remarque. Donc l'intervalle qui est de la forme espérance de X moins epsilon, espérance de X plus epsilon, ça on appelle ça un intervalle de fluctuation de grand X. Ok, bravo. D'amplitude epsilon. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a ça en tête, on va donc pouvoir établir les prochaines inégalités qui vont suivre. Alors tout d'abord, on va tout simplement avant de définir ce qu'on appelle la moyenne empirique et la somme de variables aléatoires indépendantes. Ok. Parce qu'en effet, comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo, j'avais expliqué assez rapidement, mais on peut faire la somme de variables aléatoires. Ok. C'est-à-dire qu'on peut comme ça unir deux variables aléatoires. Et en termes d'espérance, une chose que je n'avais pas dite, mais bon, bien évidemment, si ces variables aléatoires sont indépendantes, on va avoir espérance de X plus Y qui est égale à espérance de X plus espérance de Y. Ok. Bon, ça c'est une première chose en termes de somme de variables aléatoires. Donc là, afin de bien expliciter mon propos, ce que nous allons faire, on va donc introduire un entier naturel. Donc soit n, un entier naturel. Ok. Et grand X, une variable aléatoire qui est définie sur un univers oméga. Ok. Donc cette variable aléatoire, on va pouvoir la découper comme ça en différentes variables qui seront indépendantes les unes des autres. Ok. Qui seront indépendantes et de distribution identique. Ok, va vous. Ainsi, on va pouvoir fabriquer ce qu'on appelle un échantillon
Et donc, de façon générale, on appelle, enfin, on va même pas dire on appelle, enfin, oui, pourquoi pas, on appelle un échantillon de taille n, donc une n-list, donc de la variable x, ok. C'est-à-dire qu'en clair, la variable x, comme je l'ai dit, on va la décomposer en plusieurs variables aléatoires. N1, N2, N3, N4 jusqu'à N1, enfin x de n plutôt, ok. Donc x1, x2, x3 jusqu'à xn. Et donc on va former comme ça une n-list de la variable aléatoire x, ok. Donc bien évidemment, bah, comme c'est une variable aléatoire, on a notre grand x, on va comme ça noter jusqu'à grand xn, ok. Vous voyez le délire. Alors, ces variables aléatoires, chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ces variables aléatoires x1, x2, x3 jusqu'à xn, et bah, elles vont toutes suivre la loi de probabilité de la variable aléatoire x dans ce cas de figure. De plus, ainsi comme elles suivent toute la même loi de probabilité, on va donc dire qu'elles sont elles sont indépendantes et distribuées de manière identique. Voilà. Donc du coup, comme je disais, on va former comme ça une n-list de la variable aléatoire grand X, de sorte à avoir un échantillon de taille n. Ces variables aléatoires, donc qui font partie de la n-list de la variable aléatoire x, ce sont tout simplement des variables qui sont d'une part indépendantes et qui suivent la loi de x. Ainsi, donc, on va dire que ces variables sont non seulement indépendantes et de même distribution aussi. On va donc pouvoir, comme ça, réaliser deux choses. Comme je l'ai dit, on va pouvoir faire la somme de ces variables aléatoires. Donc, on va noter Sn. Donc, on note Sn, la somme des variables aléatoires, x1, x2, x3 jusqu'à xn. Donc, en clair, pour la faire de façon plus simple, on note Sn, la somme qui démarre de i égale 1 jusqu'à n, dxi. Donc, ça, c'est la somme de toutes les variables aléatoires. Et la moyenne, ce qu'on appelle aussi la moyenne empirique, Mn, c'est tout simplement le fait de prendre la somme Sn divisé par tout simplement le nombre d'éléments, donc c'est-à-dire n. Donc ça s'appelle la moyenne empirique. Donc petite remarque, la Mn est appelée moyenne empirique. Ok, moyenne empirique. Alors ça, pareil, ce mot, donc moyenne empirique de échantillon, puisque là on parle d'un échantillon. Alors pourquoi? Alors déjà, pourquoi le terme empirique et surtout qu'est-ce qu'il veut dire? Le terme empirique, ça, vous l'avez peut-être rencontré en philosophie. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert ce mot. Parce que ça m'avait... Je vous avoue, la première fois qu'on m'en a parlé, je suis un peu là en mode... mais qu'est-ce qu'on me raconte? Donc c'est un gars, petite anecdote, c'est comme ça que j'ai appris le mot. Donc, on était à la cantine, chacun racontait un peu sa vie. Et il y a un gars qui me raconte, et qui vient un peu me taquiner. Donc ce gars, il fait SES à GSP. Il vient me taquiner en disant... Oui, mais les sciences, votre science, c'est empirique. Vos sciences sont empiriques et tout. Bon, à ce moment-là, j'ai juste écouté. Et j'étais un peu dans ma tête en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, bah après le terme empirique, je cherche un petit peu quand même. Et ça signifie le fait que c'est issu de l'expérience. Ok. Donc, le fait d'avoir quelque chose qui est empirique, une science qui est empirique, bah, c'est le fait qu'une science soit expérimentale. Donc, en soi, c'est pas fou. Enfin, en tout cas, que les connaissances que nous avons sur la science soient apportées de l'expérience et issues de l'expérience. Bon, ça, c'est pas vraiment faux, puisque même pour le coup, tout ce qui est physique, chimie, les sciences, on va dire, expérimentales, physique, chimie, SVT, bio et plein de choses, bah, en fait, toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui sur la matière, sur l'astronomie et tout plein d'autres sujets, elles sont au départ, donc on a dû faire des expériences pour les acquérir. Et c'est à l'issue de ces expériences qu'on a pu acquérir ces connaissances-là. Ok? Et c'est un peu la même chose aussi en maths en soi. En fait, en maths, même si bon, on est plus dans l'idée de démontrer, avant d'aller démontrer une proposition pour vérifier si elle est vraie ou non, et bah, il faut faire des conjectures. Et donc, comme ça, on fait des petites expériences, on voit si ça marche sur quelques cas particuliers. Si c'est le cas, bah, on va tester sur un échantillon plus grand, parfois, tout dépend de la proposition qu'on vous fait. Et après, on va essayer de la démontrer sur le cas général. Ok? Donc en fait, si je reviens dans mon contexte, pourquoi ici on appelle Mn la moyenne empirique,
C'est parce que tout simplement la somme Sn, bah, c'est la somme de toutes les variables aléatoires, ok? Donc, qui suivent la loi de x, ok? Sauf que le problème qu'il y a, et bah, ok, elle suit tous les éléments donc, de la n liste de x, elles suivent d'accord toute la loi de x, mais on n'a jamais dit que, et bah, quand on allait appliquer x1, x2, x3, les résultats qu'on allait obtenir à l'issue de ces applications, de l'application de chacune des lois, va être identique. Pour vous faire un peu plus concret, c'est par exemple, vous allez lancer un dé. Vous avez un échantillon de dés, vous allez le lancer. Vous allez le lancer, vous allez le lancer, vous allez le lancer. Les probabilités théoriques, donc sur une histoire des dés équilibrés, c'est 1/6 pour chacune des faces. Et bah, il y aura des échantillons, ce sera effectivement vérifié. Il y aura des échantillons, ce sera légèrement plus écarté de la moyenne, ainsi de suite. Donc la moyenne ici, déjà la somme des variables que je vais obtenir ici, elle est un peu, va dépendre de l'expérience, ok? En fonction des résultats qu'on va obtenir, cette somme va plus ou moins varier. Ok? Et après, n, forcément, c'est la taille de l'échantillon. Donc, plus l'échantillon va être grand, plus cette moyenne va être fiable, entre guillemets. Plus l'échantillon est de taille fine, enfin de taille petite, et moins, on va dire, du coup, cette moyenne est représentative. Alors, ce terme de moyenne représentative, on va essayer de là, je vous le dis comme ça, pour qu'on puisse illustrer le propos. Mais par la suite, l'idée que la moyenne soit représentative ou non, on va essayer de le comprendre dans un autre contexte, ok, qui va venir en fin de la vidéo. Alors, à l'issue de tout ça, à l'issue de cette définition, on va donc pouvoir définir un certain nombre de propriétés. Alors déjà, des propriétés concernant la chose suivante. Concernant Sn et concernant Mn, donc l'espérance, la variance et l'écart type. Donc, on va commencer par la somme. Donc, espérance de la somme Sn. Donc, alors, quand vous faites la somme de variables aléatoires, logiquement, c'est comme quand vous additionnez des patates, vous obtenez également des patates. Donc en fait, Sn, je n'étais pas suffisamment insisté là-dessus, mais c'est aussi une variable aléatoire. Hein. Quand vous allez faire la somme de variables aléatoires, vous obtenez une variable aléatoire. Pareil, là, du coup, la variable aléatoire, vous la divisez par n, qui est une grandeur qui est indépendante, enfin, qui n'a pas, entre guillemets, d'unité. Vous obtenez aussi une variable aléatoire. Voilà. Donc, premièrement, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, donc, l'espérance de Sn, c'est tout simplement n fois l'espérance de x. Ok? Puisqu'en effet, on a dit que chacune des variables, x1, x2, x3 jusqu'à xn, elles suivent toute la loi de x. Donc, comme elles suivent toute la loi de x, en termes d'espérance, c'est toujours égal à l'espérance de x. Et ça, comme j'ai n fois ce résultat-là, et du coup, on va multiplier par n. Maintenant, la variance. Pour la variance de x, c'est le même principe. Donc, comme toutes mes variables x1, x2 jusqu'à xn suivent la loi de x, la variance de x qui est là, c'est la même que la variance de x qui est là. Et ça, n fois. Donc, j'aurai n fois la variance de x pour la variance de la somme. Donc, f fois variance de x. Donc, ça, c'est pour les variances, c'est bon. Maintenant, pour l'écart type. Là, l'écart type de la somme, vous embêtez pas. C'est comme pour une variable aléatoire classique. Vous dites que c'est égal à racine carrée de la variance. Donc, racine carrée de la somme. De la variance de la somme. Ce qui fait racine carrée de n fois variance de x. Et ça, du coup, vous décomposez. Vous dites que ça fait racine carrée de n fois racine carrée de la variance. Ce qui fait donc n fois racine carrée de l'écart type. Ok? Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est pour tout simplement la variable aléatoire Sn. Pour la variable aléatoire suivante, c'est-à-dire la variable aléatoire Mn. Là, on a un peu plus de travail. Donc là, on va commencer par l'espérance. L'espérance de Mn. L'espérance de Mn, c'est donc l'espérance de x fois n. Donc l'espérance de la variable Mn, pour l'avoir, on va tout simplement prendre l'espérance de la variable Sn que je vais diviser par n. Ok? Parce qu'en fait, Mn par définition, c'est Sn divisé par n. En clair, donc, si vous faites ces calculs-là, vous bidouillez un peu, donc vous trouvez que l'espérance de la variable Mn, c'est aussi égal à l'espérance de x. Ok? Donc en moyenne, normalement, je vais avoir l'espérance de la moyenne empirique qui est égale à l'espérance de x. Ok? Deuxième chose, la variance de la moyenne empirique. Là, c'est un peu plus délicat. Puisqu'en effet, donc si j'ai la variance de la moyenne empirique, je vais donc prendre la variance du quotient. Donc variance de Sn sur n. Ce qui est en fait égal à variance de 1 sur n fois donc
Sn. Et après, bah, le n, comme c'est une quantité indépendante de la variable, enfin des variables aléatoires, donc je vais avoir 1 sur n au carré, multiplié par variance de Sn. Et en clair, une variance de Sn, on avait dit tout à l'heure, c'est n fois v de x. Donc en fait, en clair, j'aurai n fois v de x divisé par n carré. Et donc, si je simplifie un petit peu, ça fait que variance de mn, c'est la variance de x divisé par la chose suivante, c'est-à-dire n. Donc n ou avec n la taille de l'échantillon. Et enfin, troisième chose, l'écart type de la variable aléatoire mn, bah, du coup, ça va être racine carrée de cette quantité-là. Ok, racine carrée de variance de mn. Et donc, ça fait racine carrée de variance de x divisé par n, ce qui fait donc sigma de x divisé par n. Ok, par racine de n. Attention, la racine elle va aussi au dénominateur. Donc voilà. Là, c'est pour toutes les propriétés concernant l'espérance. Donc la somme empirique, l'espérance, la variance et l'écart type pour la somme, ainsi que la moyenne empirique d'un échantillon. Bon, maintenant que nous en sommes là, on va pouvoir enfin dérouler ce qu'on appelle les inégalités concentration. Donc premièrement, inégalité concentration de façon générale. Inégalité concentration. Alors, comme je l'ai dit, on en connaît deux actuellement. Là, je vais vous dérouler la troisième, qui est la suivante. Donc, propriété. Donc, pour énoncer la propriété, on va tout simplement reprendre la moyenne empirique de l'échantillon. Okay, on va prendre la moyenne empirique de l'échantillon. Et l'idée, ça va être de savoir l'idée donc de la propriété sera très simple. Ce sera d'étudier de combien, tout simplement, la variable mn va s'écarter de son espérance d'un certain réel. Ok, bravo. Donc pour ce faire, on va désigner, alors on appelle en général petit delta. Donc soit petit delta, un réel positif, mn, la moyenne empirique de l'échantillon. Voilà. Donc ainsi, on va avoir une petite propriété. On va voir donc probabilité que valeur absolue de mn moins espérance de grand X soit supérieure ou bien égale à petit delta, qui est inférieur ou bien égal à la variance de x divisé par n fois petit delta de tout cas. Alors certains vont se dire, mais oula, comment j'arrive à cette propriété magnifiquement bien magnifiquement bien posée. Je vais arriver. Donc bah, pour y arriver, on va donc la démontrer. Donc petite démo. Bah, on va tout simplement, l'idée, c'est d'appliquer l'inégalité de Biermaier-Cherenkov avec ici les choses suivantes, c'est-à-dire cette variable aléatoire qui est positive et petit état. Et on va voir qu'est-ce que ça peut nous donner. Donc on y va. D'après l'inégalité de BT, donc bien aimé Cherenkov, donc on va l'appliquer à valeur absolue de mn moins espérance de grand X et petit delta qui est un réel positif. On a donc la chose suivante. Probabilité que valeur absolue de mn moins espérance de grand X soit supérieur ou bien égal à petit delta, c'est donc inférieur ou bien égal à la chose suivante. Donc ça va être la variance de la variable que vous étudiez. Donc là, dans ma formule, donc bien aimé Cherenkov, elle me dit quoi? On avait vu ça au début de la vidéo. J'avais donc probabilité de la variable moins l'espérance de la variable, qui est la chose suivante, qui est plus petit ou égal qu'un réel. Ok, supérieur ou bien égal à un réel, qui est donc égal à la variance de la variable divisé par le petit réel au carré. Ok, sauf que là, la variable, attention, il ne faut pas se tromper. Ici, la variable, c'est mn. Et donc, on va étudier, voir de combien la variable mn va s'éloigner de son espérance. Alors, de son espérance ou bien de l'espérance de x, c'est la même en fait. Ok, en théorie. Donc, on va voir de combien qu'elle s'éloigne. Donc, ainsi, on va écrire ici que cette probabilité-là, on peut la minorer par variance de mn divisé par
sigma au carré. Alors, ça me donne probabilité que valeur absolue de Mn moins espérance de grand X soit plus grand ou égal à petit delta, qui est inférieur ou bien égal à variance de Mn sur sigma au carré. Alors, variance de Mn, bah, ça on l'a vu il y a quelques secondes. Variance de la variable aléatoire Mn, bah, si je veux la calculer, on avait donc dit que c'était égal à la chose suivante. Donc là, vous pouvez revenir 2 minutes avant. On a dit que variance de Mn, c'est égal à la variance de X divisé par N. Et ça, je divise par sigma au carré. Et ça, très rapidement, j'arrive à ma magnifique formule qui me dit que probabilité que valeur absolue de Mn moins espérance de grand X soit supérieur ou bien égal à petit delta. Donc c'est inférieur ou bien égal à variance de X divisé par N petit delta au carré. Et donc voilà la formule qu'il fallait démontrer. Voilà, donc là, il suffit juste d'appliquer BT, bien à une inégalité de bien Malitchev, pour arriver rapidement à ce résultat-là. Bon, ça, c'est une inégalité concentration. Cette inégalité concentration, elle va nous être très utile, puisqu'en effet, on va pouvoir en déduire la loi faible des grands nombres. Ok. Alors, du coup, bah, je vais vous l'énoncer. Donc, loi. Alors, souvent, on l'appelle faible. Je ne sais pas pourquoi faible, il doit en avoir une forte, il faudrait que je regarde. Mais donc, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est intitulée. Loi faible des grands nombres. Donc, loi faible des grands nombres, en fait, l'idée de la loi faible des grands nombres, ou de la loi des grands nombres aussi, vous l'avez déjà, en fait, depuis la troisième. Puisqu'en troisième, je me souviens, je suis allé un peu plus loin que sur le cours basique qu'on fait sur les stats et les probas. À un moment donné, en classe de troisième, je vous avais dit la chose suivante. Que déjà, la loi des grands nombres, on en reparlera en terminale, ça c'est vrai. Et surtout, je vous avais dit que l'idée de la loi des grands nombres, c'était à un moment donné que on avait un échantillon. Et cet échantillon, donc on va répéter comme ça un grand nombre de fois une expérience aléatoire. Par exemple, j'ai un échantillon de D et je vais répéter un grand nombre de fois des lancers de D. Normalement, de point de vue théorique, les probabilités théoriques de tomber sur un 1, un 2, un 3, un 4, en fait sur n'importe quel chiffre du D, donc s'il est équilibré à 6 faces, doivent être de 1 sixième. Sauf que la réalité, vous imaginez bien que ce n'est pas 1 sixième si je lance un trop peu de nombre de fois. Donc, dans la réalité, on a des écarts avec les probabilités théoriques. Sauf que cependant, je l'avais dit en classe de troisième, que si je répète comme ça, et bah, le nombre de lancers, si je répète un très grand nombre de fois, arrivé à un moment, les probabilités vont se stabiliser et atteindre les probabilités théoriques. C'est-à-dire que les probabilités qu'on va obtenir par expérience vont atteindre les probabilités théoriques. Et ça, donc, j'avais expliqué que c'était la loi des grands nombres qui permettait de nous le dire. Bah là, on va essayer d'expliquer, mais avec des termes de terminale quand même. Donc là, la loi faible des grands nombres, en effet, elle va vous dire la chose suivante. En réalité, dans l'idée d'atteindre une probabilité théorique se cache la notion de limite, qu'on ne vous a pas introduit en troisième, bien évidemment, puisque vous n'étiez pas encore suffisamment chaud à ce sujet-là. Donc elle vous dit quoi? Elle vous dit que limite lorsque n tend vers plus infini de la probabilité que valeur absolue de Mn moins espérance de grand X soit plus grand ou égal à petit delta, et bah ça, c'est égal à 0. Ok? En fait, le fait que ma variable Mn s'éloigne de sa moyenne, de n'importe quel nombre, avec petit delta, un réel positif. Donc le fait que ma variable Mn, donc ma moyenne empirique, s'éloigne et bah, de mon espérance, de n'importe quel réel positif, bah, quand n il va tendre vers plus infini, cette probabilité va également tendre vers plus infini. Alors en effet, ça, normalement on peut le comprendre assez facilement. Si je reprends cette forme, donc ça, c'est ma petite formule, qui en fait aura pu se déduire très facilement juste avec celle-là. En effet, si je reprends cette formule-là, donc là je vais expliquer oralement, je ne vais pas forcément tout écrire, mais l'idée ça va être très simple. Là, n il va, donc là, petit delta au carré, petit delta c'est un réel, il est positif, vous l'élevez au carré, c'est positif. La variance d'une variable, c'est aussi positif, ok? Donc là, déjà, vous avez un réel positif. N, bah, c'est un entier naturel, donc il est positif. Donc tout le quotient, là, il est positif. Bon. Donc là, avec cette inégalité, je vous ai montré que la probabilité que valeur absolue de la moyenne empirique moins son espérance, qui s'éloigne de tout simplement delta, donc qui soit plus grand ou égal à delta, c'est inférieur à cette quantité-là. Donc variance de x divisé par n
petit delta au carré. En effet, bah, si n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Bah, variance de x c'est une constante, et n fois petit delta au carré, il va tendre vers plus l'infini. En fait, j'aurai une constante positive divisée par plus l'infini. Un nombre positif divisé par plus l'infini. Là, du coup, 50c tend vers plus l'infini. Alors, vous allez me dire, mais du coup, ça me permet de rien conclure sur la probabilité. Et bien, en fait, une probabilité, il faut se souvenir qu'une probabilité, pour n'importe quel événement, la probabilité, elle est comprise entre 0 et 1. Ok? Et donc, comme une probabilité, c'est compris entre 0 et 1, ça va tout simplement, automatiquement, c'est-à-dire qu'au minimum, bah, la probabilité, elle est minorée par 0. Donc, la loi des grands nombres, comme je disais, en clair, si on résume, bah, il dit la loi des grands nombres, c'est qu'arrivé à un moment, quand on va répéter un très grand nombre de fois votre expérience aléatoire, au début, les résultats que vous allez obtenir, ça va donner un nuage comme ça. Voilà. Après, arrivé à un moment, ça va se stabiliser vers une valeur qui est justement la moyenne. Voilà. Et donc ça bon, là c'est schématique. Mais donc ça, c'est pour un n qui va tendre vers plus infini. Arrivé à un moment, quand vous avez répété un très grand nombre de fois l'expérience, les valeurs vont se centrer vers la moyenne. Ok, voilà. Donc ça donnait quelque chose comme ça. Ok, un peu comme une limite, mais pour les suites. Vous voyez un peu le délire. Voilà. Et donc la valeur pour laquelle vous allez tout simplement arriver à tendre lorsque n tend vers plus infini, ça va être mu ou bien l'espérance. Alors oui, petite précision, le mu c'est aussi égal à l'espérance dans ce cas de figure. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait un peu de tour. Alors oui, je sais, on n'a pas vu les applications des inégalités et de la loi des grands nombres sur la loi binomiale. Donc ne vous inquiétez pas, ça, j'ai pas oublié, on va le faire, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Parce que là, quand je vois le temps qu'on est, donc on a mis juste pour faire cette première partie, je pense que c'est assez costaud. Donc là, je vous laisse un petit peu digérer. Et je tournerai vraiment la dernière vidéo donc, de spécialité maths la prochaine fois. Donc là, on fera des applications autour de la loi binomiale, de ces inégalités et de la loi des grands nombres. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas,